Elsa, je vais vous parler de Sciences Po aujourd'hui, de Sciences Po, de dogmatisme et parfois même d'antisémitisme à des endroits. Pour mettre fin au blocage de l'école Sciences Po Paris, la direction de l'établissement a choisi la soumission. Ce blocus de 24 heures, qui a vu l'entièreté de la rue Saint-Guillaume occupée par des étudiants pro-palestiniens, en suivait un autre auquel les forces de l'ordre avaient mis fin. Des blocus pour protester contre les bombardements à Gaza, mais surtout pour exiger la levée des poursuites disciplinaires engagées depuis le 17 avril. Avant cela, une étudiante juive aurait été empêchée par des étudiants du comité Palestine d'assister à l'une de leurs conférences dans un amphithéâtre illégalement occupé. De sombres mémoires, on sait qu'interdire des lieux d'éducation aux Juifs est lourd de sens. Mais la mémoire semble faire défaut à la direction de Sciences Po. Dans son communiqué, qui condamne fermement l'occupation, elle annonce la suspension des saisines de la section disciplinaire engagée depuis le 17 avril. Jolie récompense pour ces bloqueurs ayant brandi un peu plus tôt leurs mains peintes de rouge. Un geste qui évoque la torture à mort des Israéliens, puisqu'il se réfère au supplice de 2 soldats réservistes assassinés à Ramallah le 12 octobre 2000. Une foule palestinienne vint les lyncher avant de parader avec leurs dépouilles et un homme, fier de son crime, exhiba ses mains rouges du sang des suppliciés. Voilà ce que signifient ces paumes peintes, rien d'autre qu'un appel au meurtre. Hubert Launois, représentant du comité Palestine, ne le conteste pas et reconnaît « c'est un symbole qui peut être choquant ». En cédant à certaines revendications des étudiants qui bloquaient l'école, dont un petit groupe arborait ses mains rouges, la direction s'est mise à genoux, mais pas seulement. Elle a montré qu'elle pouvait condamner l'antisémitisme tout en lui donnant l'absolution. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Weinstein, l'émoi et la loi, où il est question d'Harvey Weinstein, évidemment, mais surtout de la décision de la Cour d'appel de New York de rejuger celui qui fut l'un des plus grands producteurs d'Hollywood. S'il reste incarcéré, c'est néanmoins sa condamnation la plus lourde, celle pour viol, qui vient d'être annulée. Faut-il y voir la fin de l'ère MeToo ou un simple rappel à la loi ? Caroline Fourest décrypte une situation qui nécessite nuance et discernement. Notre grand entretien à la une cette semaine, c'est celui de Valérie Hayé, la tête de liste Renaissance aux Européennes. Après Raphaël Glucksmann, c'est donc Valérie Hayé que Raphaël Enthoven passe à la question. À l'heure où les populistes de tous bords gagnent du terrain, comment Valérie Hayé, au début de campagne poussif, pense-t-elle convaincre et quelle est sa stratégie européenne? C'est ce que nous avons voulu savoir. RN, quel bric-à-brac, Yann Barth nous raconte le casting fourre-tout de la liste de Jordan Bardella aux Européennes, entre anti-vax, catho-tradi et anti-migrants. Le casting frontiste a de quoi effrayer, mais n'oublie aucun populisme. Emma Kate Simons nous raconte Columbia, à l'école du Hamas, c'est comment Ilhan Omar, la candidate démocrate américaine, est venue soutenir sa fille et ses amis, auteurs de dérapages antisémites. Le portrait qui fâche est signé David Medioni, qui nous dit tout sur Itamar Ben-Gvir, le roi des colons, le ministre de la Sécurité nationale de Netanyahou, suprémaciste juif qui rêve du grand Israël, veut un pays élargi, bien sûr, mais aussi débarrassé des Arabes et des homosexuels. Le rappeur iranien Toumaj Salehi est condamné à mort par le régime islamique d'Iran dans une relative indifférence depuis le 23 avril dernier. Pourquoi cette condamnation arrive-t-elle maintenant et que signifie-t-elle? On vous dit tout en espérant qu'enfin une réaction forte du monde libre change les choses. Plein de choses encore dans ce numéro 129 de Franc-Tireur. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est antifascisme cette semaine. Pas de fumée sans four. Rudi Reichstad nous parle des traînées de condensation qui suivent les avions dans son complot de la semaine. Elles font l'objet des théories les plus folles. À l'Est, rien de nouveau, où l'on parle de la tension qui monte entre la Pologne et la Russie. Et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, Planète Marx, où il est question de cette méthode trop répandue et si nuisible au débat, et qui consiste à brandir l'identité de la personne qui critique plutôt que de répondre, avec des arguments, à la critique qui est formulée. Pourquoi tout ça est affaire d'essentialisation et en quoi c'est une négation de la liberté de penser contre soi-même dont il s'agit? Raphaël Enthoven nous livre le regard du philosophe sur les habitudes de l'époque et des populistes notamment. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.